Rebonjour, rebonsoir. Bienvenue à tous, que vous soyez sur YouTube ou ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode sur mon podcast et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous remarquerez que le format a un peu changé. Déjà, j'ai un micro, mais en plus, si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous ne verrez plus simplement le logo du podcast. J'ai décidé de faire un petit peu de montage, juste un peu. Dans cet épisode, je viens après la guerre pour parler d'un sujet assez particulier mais intéressant quand même. L'affaire de Xiao, l'homme qui se faisait passer pour une femme et qui a filmé des centaines d'hommes à leur insu lors de leur galipette. Tout commence à Nankin, dans la province de Jiangsu, en Chine, avec une dame nommée Hong et qui loue un appartement modeste dans la ville. Au premier abord, il n'y a rien de particulier avec Hong. Il s'agit d'une femme un peu plus classique, portant un maquillage prononcé et qui a une attitude douce et généreuse, partageant parfois des fruits avec ses voisins. Mais Hong cache un secret. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Il n'y aurait rien de singulier à porter un maquillage prononcé, des perruques, des faux seins en silicone ou encore d'entraîner sa voix pour la rendre plus féminine et à porter des vêtements féminins. Mais Hong n'est pas une femme transgenre ou une personne avec une fluidité de genre. Si elle fait tout ça, qu'elle adopte cette identité de Hong, c'est uniquement dans le cadre de son business sale et illégal. Hong est en réalité Xiao, un homme de 38 ans. Son commerce consiste en un groupe en ligne sur Telegram où pour 150 yuan, ce qui fait 20 $, les membres peuvent accéder à du contenu exclusif. Un contenu qui comprend des centaines et des centaines de vidéos montrant Xiao, sous son identité de Hong, être en pleine intimité avec de différents hommes. Le truc, c'est que ces hommes ont été filmés à leur insu, au travers de caméras cachées. Des hommes au profil varié, allant d'étudiants à des employés de bureau ou encore à des coachs sportifs, et avec une tranche d'âge très large, de 18 à 45 ans à première vue. Parmi les victimes se trouvaient même des ressortissants étrangers. Le stratagème de Xiao se serait étendu sur une longue période, certaines sources parlant d'une durée allant de 3 ans. Pendant ce temps, un influenceur fitness de 25 ans, très présent sur Douyin, la version chinoise de TikTok, reçoit plusieurs messages similaires de la part de différents utilisateurs, lui parlant des vidéos de Sister Hong. Ces vidéos obscènes et illégales circulent sur le net, et dans l'une de ces vidéos, on peut voir le visage de l'influenceur, qu'on va appeler Shang. Il sera obligé de reconnaître publiquement être l'homme visible sur cette vidéo de Xiao, et après avoir supplié Internet d'arrêter de diffuser cette vidéo, il va porter plainte. Ainsi, tout éclate véritablement au grand jour le 6 juillet 2025, lorsque Xiao sera arrêté dans le cadre d'une enquête ouverte suite à la plainte déposée par celui qui s'était reconnu parmi les près de 200 hommes victimes du piège Hong. Un nombre qui est mentionné par certaines sources, même si le nombre exact est toujours inconnu. Certaines rumeurs en ligne parlent d'un nombre de 1691 hommes, mais ces chiffres sont réfutés par les autorités chinoises qui parlent d'une exagération. Le scandale prend donc de l'ampleur, et les vidéos se propagent sur le net, ébranlant la Chine et même des pays voisins comme le Vietnam, avant de devenir un sujet international. On parle ainsi du plus grand cas de catfish chinois, référé au nom de Sister Hong, un surnom dont l'origine est inconnue. On ne sait pas si c'est Xiao qui utilisait ce surnom, ou si ça a été donné par les internautes. Mais l'affaire va avoir un impact monstre, affectant même le tourisme et l'économie de la ville de Nankin et les normes de rencontres amoureuses. Un boycott de la ville et de ses hommes serait né à cause de cette histoire. Vous noterez aussi que j'utilise très peu ce fameux surnom de Sister Hong ou Hanjie en mandarin, et à raison, puisque le surnom n'est pas neutre. Il a été donné dans un contexte péjoratif, sexiste et moqueur. Un autre surnom donné par les internautes chinois est Oncle Rouge, Hong Shushu, que je n'utiliserai pas non plus puisque l'intention est également de se moquer de la situation. Donc, personnellement, j'utiliserai soit Xiao ou Hong pour désigner notre personnage. Une question a vite commencé à tarauder les internautes, et peut-être même vous également si vous n'écoutez pas, mais regardez plutôt cet épisode. Comment ça a pu arriver? Vous vous demandez sûrement comment ont-ils été bernés? Comment ça se fait qu'il n'ait eu aucun doute? Parce que quand on voit Hong, disons qu'on a vu mieux en termes de travestissement. Les efforts étaient minimes, même grotesques tant ils étaient minimes, alors comment ça se fait que Xiao ait pu berner autant d'hommes?
Eh bien, c'est assez bizarre de se poser une telle question. Parce que quand on y pense, il n'avait aucune raison de se douter du piège de Xiao. Hong aurait pu être une femme transgenre ou juste une femme qui ne correspond pas aux critères de beauté chinois. Peut-être que les victimes n'ont pas posé davantage de questions parce qu'elles s'en foutaient. Le fait que Xiao n'était pas une femme cisgenre ne les dérangeait pas. Quand on lit certaines personnes parler des standards très bas des hommes en relation à l'affaire, ça ressemble plus à de la transphobie implicite et inconsciente, même de l'homophobie. Mais on y reviendra plus tard. Les utilisateurs vont poser la question à Shang, l'influenceur fitness, et il répondra que les deux avaient discuté un moment ensemble et que s'ils avaient une relation intime, eh bien c'était par confiance. Je cite: En fait, je n'avais pas regardé attentivement le visage de l'autre personne et j'avais toujours cru qu'il s'agissait d'une fille. Ainsi est-il écrit sur un article de Vocal News. Dans un autre article de Konghua Daily, qui est un journal chinois-malaisien, il est écrit aussi que, je cite, Shang n'a pas regardé attentivement le visage de Hong, principalement parce qu'il faisait davantage confiance au fil de la conversation et qu'il était un peu confus sur le moment. Il avait toujours cru que l'autre personne était une femme sans trop réfléchir. Il était prêt à tout donner. Fin de citation. La traduction est un peu bizarre, je maîtrise pas la langue malheureusement, mais Shang, tout comme les autres hommes, n'avait aucune raison de deviner les mauvaises intentions de Xiao. À la limite, leur soupçon se serait arrêté au sexe de Hong et de s'il s'agissait d'une femme cisgenre ou non. Mais en fait, le plus gros problème avec cette affaire, c'est que notre attention se porte là où elle ne devrait pas. Ce qui importe ici, c'est qu'on a un homme cisgenre qui a filmé ses relations intimes avec d'autres hommes à leur insu, tout en se présentant comme une femme cisgenre, ce qui remet ainsi en doute le consentement des hommes présumément hétérosexuels victimes du piège de Xiao. Et le piège dont on parle ici n'est pas le mensonge de Xiao sur son identité, ça c'est secondaire, mais filmer à l'insu ces hommes dans une situation intime et en faire un commerce. On se focalise sur les victimes et sur leurs fautes supposées, on rejette la culpabilité sur ces hommes et c'est vraiment un problème, c'est du victim blaming. En échange de ces services en nature, les hommes devaient simplement apporter un petit cadeau, des fruits, du lait, de l'huile ou des petits appareils électroménagers. C'était obligatoire d'ailleurs, selon un article, un voisin de Xiao aurait affirmé qu'un homme étranger serait reparti bredouille de l'appartement de Xiao après qu'il soit venu les mains vides. J'ai vu beaucoup de vidéastes masculins aborder le sujet sous l'angle de la solitude masculine et de ce qu'ils appellent la misère sexuelle. Une idée populaire pour expliquer les motivations des victimes consiste en la supposition que Hong aurait pu attirer ses cibles grâce à l'idéal féminin qu'elle incarnait. Un idéal féminin dans l'imaginaire masculin chinois où la femme est douce, attentive et simple dans le sens où elle n'est pas matérialiste ni exigeante. Suggérant ainsi que Xiao jouait sur le manque affectif des hommes, leur solitude, leur misère sexuelle supposée, dans un contexte où les relations amoureuses sont perçues comme transactionnelles en Chine. Beaucoup d'hommes chinois ressentent une forte pression économique et sociale pour pouvoir trouver une partenaire, sur le long terme. On attend d'eux qu'ils aient un bon emploi, une voiture, un logement, qu'ils puissent littéralement traiter leur partenaire comme une princesse. Et de ce que j'ai lu et compris, certaines femmes chinoises influencées par la culture dominante attendent encore des hommes à ce qu'ils puissent les entretenir et, pour dire ça crûment, qu'elles puissent dépendre d'eux. Bon, pour moi, encourager la dépendance économique, c'est un bon moyen de se tirer une balle dans le pied, mais en Chine, donc, on cherche encore à suivre le modèle patriarcal de la femme qui s'occupe du foyer et de l'homme qui ramène l'argent à la maison. Ce qui est maintenant irréaliste, inconcevable aujourd'hui, même en retirant le fantasme de l'homme riche typique de drama, pour des raisons financières. Une bonne partie des hommes, surtout les jeunes, ne peuvent pas satisfaire les attentes matérialistes poussées par la société chinoise. En ajoutant aussi le fait qu'en Chine, la politique écofasciste de l'enfant unique a eu pour conséquence un déséquilibre démographique. Il y a plus d'hommes que de femmes. Parce que dans une société patriarcale où la discrimination et les abus envers les femmes étaient monnaie courante et qui préfèrent les garçons aux filles, il était courant en Chine de se débarrasser des filles, à leurs bébés, soit en les jetant dans un orphelinat, soit en les vendant, soit en les tuant directement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est illégal en Chine de révéler le sexe du bébé, parce que l'accès facile à l'avortement sélectif a également énormément contribué à ce déséquilibre aujourd'hui. Et ouais Mao, c'est pas en disant que les femmes soutiennent la moitié du siècle que les mentalités vont changer comme par magie. C'est horrible et d'une grande cruauté, et c'est surtout un sujet qui mérite une vidéo dédiée. Une chose à savoir aussi, c'est que le concept de coup d'un soir, Yi-Ye-Qin, de relation sans lendemain, n'est pas autant accepté en Chine qu'en Occident. Du moins, la société chinoise conserve un puritanisme de façade sur ce sujet-là. La réputation importe beaucoup dans le pays, le fait de perdre la face étant vraiment la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un en Chine, et parler ouvertement de sexe, surtout les relations sans lendemain,
Et être adepte d'une sexualité assez libérée, c'est perçu comme déshonorant, honteux. J'ai pas besoin de vous expliquer en long, en large et en travers à quoi ressemble une mentalité conservatrice, surtout que dans le pays, le jugement est d'autant plus sévère lorsqu'il s'agit d'une femme sexuellement active, comme par hasard. Être active sexuellement hors mariage, sans mariage, et enchaîner les conquêtes quand on est une femme est encore perçu comme une tâche morale. Mais les relations sans lendemain et le sexe libre sont juste des secrets de polichinelle. Les coups d'un soir existent en Chine, ça se fait totalement, et on accepte l'idée sans le dire ouvertement tant que ça se fait dans l'ombre. Ce qui n'a pas vraiment été le cas LCR, et ces vidéos qui ont bien ébranlé le pays, ça a fait jaser d'avoir des hommes, avoir des relations hors mariage, dans un contexte de sexualité occasionnelle, et en plus avec un autre homme. Ça a transgressé beaucoup de normes morales de la société chinoise. C'est aussi pour ça que le stratagème de Xiao aurait pu aussi bien fonctionner. Ne pas pouvoir être sexuellement actif en dehors d'une relation sérieuse, être jugé comme irresponsable, voire immoral, pour être un adepte de relations sans lendemain, et dans un pays où garder la face est vital, Hong aurait offert l'illusion d'une affection simple et désintéressée, sans exigence matérielle. Que ce soit pour un coup d'un soir, une expérience sexuelle éphémère ou une recherche véritable d'amour et de reconnaissance, un attachement quelque part. Dans les deux cas, Xiao aurait su exploiter la vulnérabilité de ces hommes, qu'elle soit émotionnelle ou pulsionnelle. Solitude masculine, misère sexuelle... Je me demande vraiment si ça a une pertinence de mentionner tout ça. Même le matérialisme ambiant et l'idéal patriarcal persistant des relations amoureuses en Chine, est-ce que ça a vraiment un lien avec l'affaire de Xiao ? J'ai l'impression qu'on projette des motivations sur ces hommes, qu'on leur donne une histoire et des pensées qu'ils n'ont probablement jamais eues. Cette supposition de l'idéal féminin qu'incarnait Hong, jouant sur cette idée de misère sexuelle et de solitude, semble plus être basée sur des biais antiféministes qu'autre chose. Je m'explique. Dire implicitement que Hong incarnait la femme parfaite que les hommes ne trouvent plus, que Hong n'était pas matérialiste, ce qui est rare à trouver chez les femmes aujourd'hui, semble plus être une manière de critiquer les femmes collectivement. Où on oppose la bonne femme, pas exigeante, pas matérialiste ni superficielle, tout en étant affectueuse et compréhensive, à la mauvaise femme matérialiste, ce qui est une grille de lecture antiféministe très partagée par des internautes masculins chinois frustrés, pas seulement vis-à-vis de cette affaire, mais dans le cadre d'une guerre des genres que ça donne les internautes en Chine. On y reviendra plus tard. On dit donc que les victimes sont allées voir Hong par manque affectif, par solitude. On accentue la tragédie derrière cette affaire. Mais rien ne démontre que ces hommes cherchaient une connexion sincère, une relation qui durait au-delà du lendemain. On veut donner un sens plus tragique, plus profond à un cas qui relevait d'échanges éphémères et purement sexuels. Les interactions entre les victimes et Hong ont commencé en ligne, dans un cadre de rencontres intimes, sexuelles. Hong exigeait des cadeaux et non pas un quelconque engagement sentimental, ce qui accentue le caractère transactionnel de ces échanges. Tout ça s'est passé dans un contexte de plan cul, de coups d'un soir, de relations sur lendemain et de curiosité sexuelle potentielle. Donc de quel manque affectif ou de solitude parlons-nous ? De toute façon, c'est pas comme si on pouvait obtenir la version de ces hommes, ou leur témoignage. Comment pourraient-ils encore oser prendre la parole, après qu'on les ait tournés en ridicule et fait porter la honte sur eux plutôt que sur l'énorme pétoncle de Xiao ? Ils ne peuvent que se terrer dans le silence et attendre que les gens oublient cette histoire. Et espérer que ces vidéos se noient dans l'abysse qu'est Internet. Parce que malheureusement, il est très difficile pour ce genre de contenu de disparaître définitivement du web. Une autre révélation dans l'affaire Hong va secouer de nouveau Internet. Parmi les victimes reconnues de Hong, certaines étaient déjà en couple, fiancées, voire même mariées. Certains de ces hommes faisaient donc preuve d'infidélité en voyant Hong. Il y a notamment un homme qui a été reconnu par sa fiancée et cette dernière a annoncé publiquement rompre les fiançailles. Ce qui rend l'idée du manque affectif ou de la solitude masculine d'autant plus difficile à concevoir. De quel manque affectif ces hommes en couple auraient-ils pu avoir ? Dans leur cas, c'était plutôt une question d'ego ou une curiosité, une exploration sexuelle. Une question d'ego dans le sens où les personnes infidèles deviennent irresponsables et oublient leur situation dès qu'on flatte un peu leur ego. On a aussi pu voir sur les réseaux sociaux chinois des vidéos circuler montrant notamment une jeune femme en FaceTime avec son copain, enfin Else, j'imagine, qui figurait parmi les victimes de Xiao, tous les deux en pleurs et en pleine dispute. Vous demandez peut-être pourquoi on voit tout ça, ce que nous, occidentaux, considérons comme trop personnel ou privé pour exposer ça à la vue de tous et surtout aux yeux d'inconnus complets. Et le fait de partager ça n'est pas si bizarre dans le contexte culturel de la Chine. Jouer sur les notions de Puguang
et de Yuyan Shandekangyi, la protestation verbale, de rendre public ce qu'on perçoit comme une injustice, historiquement dans la rue ou aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour attirer la sympathie et mobiliser la justice populaire pour une sanction sociale, n'est pas anormal. On peut d'ailleurs voir sa représentation régulièrement dans le cinéma chinois ou même voir ça de ses propres yeux, à l'aéroport ou ailleurs lorsqu'il arrive des galères à certains touristes chinois. Je parle de ces fameux extraits vidéo où on voit certains touristes chinois péter un câble et faire ce qui, pour nous, se rapproche à un caprice tant c'est dissonant. Ainsi, à partir de ce phénomène et avec l'arrivée d'Internet est né le concept de Renrose Source, littéralement recherche en chair et en os. Je suis désolée. Pour ma mauvaise prononciation. Littéralement recherche en chair et en os. Des groupes d'internautes recherchent des informations personnelles et exercent des pressions sur des individus. Ils exposent, humilient et ou punissent quelqu'un publiquement, généralement après la médiatisation d'un scandale. Ce qui est arrivé aux victimes de Xiao, mais aussi dans d'autres affaires comme celle de Kim Soo-hyun. Mais donc, voilà pourquoi on voit ces vidéos de couples qui se déchirent. Ça s'est simplement transposé avec l'arrivée d'Internet et les réseaux sociaux. Lorsqu'on a appris l'infidélité de certaines des victimes, les gens ont une réaction assez perturbante en vrai. À sous-entendre, voire dire directement que les victimes méritaient d'être tombées dans le piège de Xiao et de voir ces vidéos être exposées publiquement. En retirant même leur statut de victime en raison de leur infidélité et apprendre que certains de ces hommes, 3 selon les autorités, ont également été testés positifs à une MST n'a fait qu'exacerber le victim blaming et l'apathie, même l'antipathie des gens vis-à-vis des victimes. Et je trouve que ça reflète bien la société d'aujourd'hui. On retient ton statut de victime à partir du moment où tu n'es pas une victime du début jusqu'à la fin, et surtout si tu as commis des fautes morales qui, en l'occurrence, n'importent pas réellement mis à part le vice de transmission de MST. Internet a tourné en dérision cette affaire et transformé en mème le piège de Xiao. On a vu l'arrivée de filtres Hong et de son appartement, d'une tendance sur comment s'habiller comme Hong, ou encore des gens incités à se déguiser comme lui pour Halloween. Et quand on ne tourne pas l'affaire Xiao en farce, on lui donne une dimension qui n'a pas lieu d'être. Certaines personnes érigent Xiao au statut de héros, de diva ou encore de justicier pour avoir exposé des mecs infidèles. J'ai vu une publication sur TikTok, en anglais bien sûr, de la part d'une personne qui, je présume, se revendique féministe. Voilà ce qu'elle dit. Je cite: « Pourquoi êtes-vous surpris que Sister Hong ait pu se taper tous ces hommes ? Ils ont saisi l'opportunité d'exploiter un corps pour leur propre intérêt, rapidement et pour pas cher. Arrêtez de vous sentir mal pour eux. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Oui, filmer des gens sans leur consentement est un crime, mais... ces hommes avaient des familles et ont des relations sexuelles sans protection. Les véritables victimes sont leurs partenaires. » Fin de citation. Saisi l'opportunité d'exploiter un corps pour leur propre intérêt. Ou l'équivalent de vouloir lire une feuille blanche. De quelle exploitation vous nous parlez ? C'est n'importe quoi. Sous la publication, en commentaire, on peut aussi lire une personne répondre à un utilisateur qui parle de sa confusion vis-à-vis de ceux qui soutiennent les actions de Xiao, mais qui sont les mêmes qui critiquent Bonnie Blue. Oui, parce qu'il y a des gens qui comparent cette femme avec Xiao, on en reparlera plus tard. Donc, la réponse dit notamment, je cite, « C'est parce que Sister Hong montre à quel point les hommes sont corrompus et ne peuvent pas se contrôler. Certains savaient qu'il s'agissait d'un homme, mais l'ont fait quand même parce que c'était gratuit. » Fin de citation. Vous vous rendez compte à quel point c'est homophobe et loin du féminisme, ce que vous insinuez là ? Déjà, toutes les victimes n'étaient pas des mecs infidèles, beaucoup étaient célibataires, comme Shang. Et en parlant de lui, ce dernier avait republié le message particulier d'une internaute qui lui disait souhaiter l'épouser et son passé ne la dérangeait pas. Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a écrit « Existe-t-il vraiment quelqu'un qui se fiche du passé de son partenaire ? Je suis une personne ordinaire. Qui peut oublier le passé ? Merci pour ton amour, mais je ne le mérite pas. » Le gars rejette la faute sur lui-même. Il a été victime de la situation, mais il a honte. Comme si c'était de sa faute. Comme s'il était à blâmer. Les seules choses qu'on pourrait leur reprocher à ces hommes, et j'utilise ce mot de gros guillemets, c'est d'être allés chez une personne qu'ils n'ont jamais vue en vrai pour une première rencontre et d'avoir eu recours à une forme de prostitution, même si Xiao faisait en sorte de rendre cette notion bien floue en demandant simplement des cadeaux, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas qu'une forme de sexe en échange d'eux, eh bien ça reste de la prostitution. Et pour certains de ces hommes, on pourrait aussi leur reprocher leur infidélité, même si, encore une fois, c'est un problème à part. Hormis le risque de transmission de MST, ça n'a aucun intérêt de se focaliser là-dessus. Et surtout, c'est trop faible pour leur retirer leur statut de victime.
De deux, si on retire le fait que Xiao faisait du catfishing et prétendait être quelqu'un qui n'était pas, et qu'il demandait à être payé avec des cadeaux, les rencontres auraient été simplement réalisées dans un contexte de coup d'un soir et d'une sexualité non hétérosexuelle. Genre... Ou alors c'est trop compliqué de voir ces hommes comme victimes, imparfaites pour certains, mais victimes quand même, parce que vous percevez cela sous la lentille de clients qui étaient catfish par un travers du sexe. Rien ne justifie un viol. Rien ne justifie le fait de filmer un ou une partenaire à son insu. Rien ne justifie un tel mensonge. Rien. Et si, on peut considérer un potentiel cas de viol pour certains de ces hommes, parce que, encore une fois, ils n'auraient pas pu se douter du piège de Xiao. Ils ont consenti à une relation intime avec une femme. Hong aurait pu être juste une femme considérée comme moche aux yeux de la société, ou juste une femme transgenre. Et non, ce ne sont pas des bêtes, des sauvages pour avoir accepté une relation avec Hong. Ça suffit l'homophobie, attention bien implicite là. Ce sophisme remanié du « ils l'ont bien cherché », ça commence à bien faire. Le problème n'est pas la moralité des victimes, mais la trahison du consentement. Ils n'ont pas cherché à être trompés, filmés, ni exposés. Ils ont cherché une expérience consentie avec une femme. Ils ne sont pas allés chez Xiao, ils sont allés chez Hong pour un coup d'un soir avec une femme. Consentir à une relation intime, c'est pas égal à consentir à tout en fait. Xiao n'est ni un justicier, ni une diva, c'est juste une ordure et un foutu prédateur. Il y en a un parmi les victimes qui avait l'air hyper jeune, genre tout juste sorti du lycée quoi. Des mecs à peine majeurs. Et le fait de savoir ça, ça n'a rien changé la réaction des internautes. Hein. Il y en a qui disent que ces mecs là, ils sont allés chez Hong de leur plein gré. Voilà, en gros, un garçon ne peut pas être victime d'un prédateur. Peut-être que je vais trop loin, mais j'ai l'impression que cette idée fait partie de la même logique qui pousse certains lieux d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales à refuser d'héberger les garçons mineurs à partir d'un certain âge. J'ai l'impression que c'est un lien avec l'essentialisme en gros, oui. Certains se moquent aussi du fait que les victimes n'assument pas avoir une relation homosexuelle. Et évidemment, on est en Chine. On est dans un pays où l'infidélité d'un homme dans une relation hétérosexuelle est perçue comme une humiliation, mais d'autant plus lorsque l'infidélité est homosexuelle. On est dans un pays où la culture du viol est très ancrée et où il est d'autant plus difficile pour un homme de dire publiquement avoir été victime de viol. C'est aberrant de voir des personnes parler d'à quel point Xiao serait un justicier, une queen, et de lui prêter des intentions qu'il n'a jamais eues. Le fait que certaines de ses cibles étaient déjà en couple ne l'intéressait pas, alerter leur partenaire ne l'intéressait pas, penser à la santé d'autrui ne l'intéressait pas, pour lui c'était juste un foutu commerce, du business. Il n'y avait aucune question de justice dans l'équation. J'ai vraiment l'impression qu'on fait face à un deux poids deux mesures là. Si vous pensez que l'action de Xiao est moralement juste, alors est-ce que le revenge porn devient acceptable lorsque la victime est une personne infidèle? Plus spécifiquement, est-ce que vous défendriez un homme qui partagerait une vidéo intime et compromettante d'une partenaire, d'une ex, cette dernière se révélait être infidèle? Si votre réaction était de condamner l'acte de l'homme, eh bien vous faites preuve d'hypocrisie. Et ça démontre aussi que la société patriarcale a toujours un impact sur vous. Elle vous attache. Je vais faire une comparaison avec l'affaire de Jacques Sion, un niçois de 60 ans qui se faisait passer pour un mec beaucoup plus jeune et qui attirait des jeunes femmes dans son appartement pour des relations intimes, dans le noir, avec un bandeau autour des yeux et les mains attachées. Un fantasme à la 50 nuances de Grey qui arrangeait bien le vieux crouton parce que, évidemment, une fois que les femmes retiraient leur bandeau, elles se sentaient bien trompées, violées, parce que leur consentement avait été vicié. Elles n'avaient pas consenti à avoir des relations avec un retraité qui s'est intéressé à leur vie privée. Ah, si elles étaient en couple lorsqu'elles ont été victimes du piège de Jacques. Personne, parce que ça n'a aucune pertinence, sauf si, comme dans le cas de Xiao, les victimes avaient été testées positives à des MST, mais ça n'aurait eu aucune pertinence pour le public en fait. Vous savez qui a blâmé ces femmes pour avoir été inconscientes ou n'avoir rien vu venir ou que sais-je? Ce sont précisément les mêmes personnes que les adeptes de ce féminisme bancal méprisent. C'est du victim blaming. On perpétue le mythe de la victime parfaite et on imite le patriarcat juste en l'appelant sous un nom différent. Il n'y a aucune exclusion de fait en somme. On reste au stade du féminisme de surface, soit femme éternelle victime, homme éternel oppresseur, on adopte un manichéisme nocif. Pas d'intersectionnalité, de nuances, de déconstruction, non, rien. On prétend avancer alors qu'on fait du surplace. On recule plus qu'on avance même à ce stade. Si on veut que la société change et que le patriarcat cesse, il faut accepter l'idée qu'on doit inclure tout le monde dans notre combat. Y compris les hommes, oui. Oui.
Alors, je parle pas de prioriser ou de centrer les hommes, mais d'être conscient et consciente de l'influence du patriarcat qui impacte tout le monde. Cette aversion envers l'idée de voir ces hommes comme des victimes, c'est le fruit de la misogynie. Une véritable incapacité à accorder une vulnérabilité aux hommes, un statut de victime. C'est aussi faire preuve de manichéisme. La misandrie vous monte tellement à la tête, vous développez la même antipathie que ceux que vous méprisez. Vous devenez juste les deux faces d'une seule et même pièce. En fait, il y a certaines meufs qui se disent féministes, mais qui ne veulent pas la chute du patriarcat. Elles veulent son pouvoir. Elles ne veulent pas un monde plus juste et équitable, où tout le monde vit dans la dignité et la paix. Elles veulent être celles qui dominent. Elles ne veulent pas la chute du patriarcat, elles veulent inverser la hiérarchie, plutôt que de la détruire. Elles ne veulent pas être vues comme des êtres humains, égales aux hommes. Elles veulent être craintes par ces derniers, leur faire ressentir et subir ce que la jante masculine peut faire ressentir et subir aux femmes. Et je trouve ça très dommage. En fait, si on voit cette minimisation de la gravité des actes de Xiao, si on voit ces réactions, c'est par vengeance, dans un esprit de vengeance. J'avais vu un vidéaste en parler, Rebaldi, de cette confusion entre justice et vengeance. Je vais paraphraser un peu ses propos, mais il dit que, je cite, « Il ne s'agit pas de simples nombres, on parle de vraies personnes, chacune avec sa propre vie. Chaque cas est différent et chacun mérite d'être compris avant de porter notre jugement. La question n'est pas de savoir si vous pensez que payer pour avoir des relations intimes est immoral ou non. Ça n'a aucune importance. Nous parlons ici d'une situation où deux personnes se sont engagées dans ce que l'une pensait être une interaction consensuelle pour finalement être trompée à 2 reprises. Une fois par le catfish et une seconde fois par la caméra cachée. Du point de vue de la vengeance, l'exploitation est excusée, mais pas du point de vue de la justice. La justice fonctionne seulement si vous pouvez accepter plusieurs vérités à la fois. » Fin de citation. La justice fonctionne seulement si on peut accepter plusieurs vérités à la fois. En l'occurrence, oui, certains de ces hommes ont été infidèles. Et ce n'est pas bien. Oui, Xiao les a trompés, filmés sans leur accord, et les a mis en danger, ce qui est un crime. C'est d'autant plus grave. Ces hommes sont tous des victimes du piège de Xiao. Et le fait de dire ça n'annule pas le fait que leurs partenaires, pour ceux qui étaient en couple, ont aussi été des victimes collatérales. Le fait qu'ils aient été victimes d'une situation, le piège de Xiao, n'annule pas leur faute morale. Ces vérités coexistent, elles peuvent coexister comme le permet la justice. Xiao n'est pas un justicier, et ses actes ne sont pas une forme de justice poétique ou dans un contexte de karma qui rattrape ces hommes. Toute cette histoire n'implique pas une quelconque justice ni même une vengeance. C'est nous qui lisons quelque chose alors qu'il n'y a rien à lire. Vous savez qu'on peut porter plusieurs chapeaux dans une situation ? Qu'on peut être coupable d'un acte mais aussi victime d'un autre ? Qu'on peut avoir des torts et avoir été victime de torts en même temps. Aujourd'hui, chaque situation sur les réseaux sociaux est toujours traitée sous le prisme de soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Il faut qu'il y ait une personne 100% coupable et une personne 100% victime. Certaines personnes justifient ou voient une forme de justice dans les actes de Xiao à cause du mépris qu'elles ont envers les clients de la prostitution, envers ces hommes qui achètent du sexe. La trahison du consentement, la violation de la vie privée, en plus de la mise en danger de beaucoup à la transmission de MST, sont excusables. Pour d'autres, c'est l'infidélité de certains de ces hommes. Et toutes ces réactions sont alimentées par la même chose, un esprit de vengeance. Mais la vengeance n'est pas toujours juste. Il y a des colères qui sont légitimes, mais dont la légitimité s'arrête au ressenti. En l'occurrence, la colère que certaines personnes ressentent vis-à-vis de cette affaire est légitime, parce qu'il s'agit d'une colère contre le système, le patriarcat, le contrôle qu'exerce la société sur nos corps, le sexisme, le victim blaming. Mais la manière dont cette colère est exprimée n'est pas juste. Pour continuer avec Rebaldi, Rebal pose une question intéressante, s'adressant aux personnes qui pensent comme moi. Est-ce que notre avis différerait si parmi les victimes en question se trouvait notre partenaire ? Notre copain, fiancé ou mari ? Et ma réponse est non. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir me faire dire ce que je n'ai pas dit et m'accuser d'excuser l'infidélité, ce qui n'est absolument pas le cas. Loin de là. Si je reconnaissais mon copain hypothétique dans l'une des vidéos de Xiao, je ne le célébrerais pas. Je dirais pas « bien fait, lol, cher ». Non. Évidemment, je serais déçue de lui. Je me ferais tester immédiatement et je le quitterais sur le champ parce que, de manière évidente, il est responsable. Mais ça s'arrêterait là. Je n'applaudirais pas à Xiao, je le remercierais pas parce que le mec n'a pas fait ça pour moi. Il n'a pas fait ça pour moi, il n'a pas partagé la vidéo pour moi, pour que je découvre l'irresponsabilité de mon copain. Le fait d'avoir trahi ma confiance n'enlèvera rien au fait que mon copain hypothétique a été trompé, filmé sans son consentement et exposé publiquement. C'est pas contradictoire de reconnaître les deux. Parce que comme l'a dit Rebal,
La justice fonctionne seulement si on peut accepter plusieurs vérités à la fois. Si beaucoup de femmes chinoises sont apathiques, antipathiques envers les victimes de Diao, c'est notamment à cause d'une autre affaire qui a éclaté dans la même période dans le pays. Une étudiante de l'université technologique de Dalian, qu'on va appeler Xing, a été renvoyée de son université après qu'une raclure d'anciens joueurs d'e-sport ukrainiens ait eu la bonne idée de dévoiler une vidéo intime des deux sur son Telegram. Xing a été doxée par son université, qui a justifié son renvoi en évoquant l'article 19 du paragraphe 6 de son code de conduite, qui cite que avoir des relations inappropriées avec des étrangers et causer des dégâts à la dignité de la nation et la réputation de l'école sont suffisants pour renvoyer un ou une étudiante. Des rumeurs ont vite circulé pour rendre la coucherie plus grave qu'elle ne l'était, pas, comme quoi la raclure était un homme marié, ce qui est faux et c'est le concerné qui le dira, ce qui a d'autant plus énervé les netizens face au comportement de Xing, la traitant de salope et de traître en notre nom affectueux, qui aurait foutu la honte non seulement pour elle-même mais aussi à sa famille, à son université et à son pays. L'exagération. Il y a vraiment des netizens qui ont dit qu'elle aurait foutu la honte à la Chine, à l'international. Je peux vous dire avec certitude que cette histoire a explosé uniquement en Chine. Je pense que même en Ukraine, les gens ne connaissent pas cette histoire. Et ils n'ont jamais entendu parler de cette affaire. Et puis, même si on en avait entendu parler, en Occident, hormis l'Europe de l'Est, je peux pas parler pour cette région, si tu dis qu'une étudiante chinoise a eu un coup d'un soir avec un étranger, les gens vont te répondre ouais, ok, et... Par contre, si tu ajoutes que le mec a filmé la relation et publié ça sur le net sans consentement de la meuf, là les gens vont être en colère. Contre le gars. Pas la meuf, parce que c'est lui qui a commis un délit, pas elle. Comme le dit un article du Diplomate sur le sujet, Xing a été victime d'un crime d'honneur numérique. L'affaire s'inscrit dans un contexte de misogynie et de nationalisme grandissant. Des experts en droit ont remis en question le fondement légal de son renvoi et ont condamné l'université ainsi que les médias pour la violation de la vie privée de Xing en révélant son nom complet. Mais que ce soit pour l'affaire de Xiao ou cette affaire-là, les gens ne se concentrent pas sur la bonne chose. Le problème n'est pas que Xing couche avec un étranger, elle fait ce qu'elle veut, bordel de merde. Mais le fait que l'étranger en question ait partagé publiquement la vidéo de leur coup d'un soir. C'est la double violation de la vie privée de Xing le problème. La première par cette enflure de joueurs et la deuxième par son université. Et l'article 19 cité d'ailleurs. Je m'y connais rien en législation chinoise, mais je doute très fortement que ça concerne les étudiantes qui décident d'avoir un coup d'un soir avec un étranger random. Je pense vraiment que c'est surtout pour empêcher la corruption et ou le pistonnage au sein de l'université. Enfin donc, les netizens féminines sont en colère et apathiques vis-à-vis des victimes de Xiao à cause de cette affaire. On cherche à opposer l'affaire de Dalian et celle de Nankin alors que les deux découlent du même système, le patriarcat, et aussi dans le contexte de la Chine, d'une sorte de collectivisme hypocrite ou de façade, où on sacrifie, on jette en pâture un individu qui dérange pour le bien commun. Je vais pas élaborer là-dessus, ça sera pour une autre fois. Mais en tout cas, ces deux affaires sont donc instrumentalisées par ceux et celles qui s'adonnent à cette guerre des genres futive sur le web. Il s'agit donc d'une polarisation où chaque camp choisit ses victimes acceptables et nie la souffrance de l'autre camp, au lieu de reconnaître que les deux relèvent tous deux du contrôle social du corps et de la sexualité au travers de la honte publique. On décide de s'attarder sur les individus alors que le problème ne vient pas d'eux. Ils peuvent faire partie du problème, mais ils n'en sont pas la cause. Ils ne sont pas le cœur, le nœud du problème. Le problème vient du système, de la société. Les individus n'en sont que les symptômes, et s'attarder sur les fautes de chacun comme s'il en était la racine nous mène nulle part. Okay, ça nous mène nulle part. Dans les deux cas, on a une violation du consentement, une diffusion non consentie de vidéos intimes, et dans le cas de Xiao, c'était filmé à l'insu des hommes, une exposition, une humiliation publique. Dans les deux cas, il y a une culpabilisation de la victime à la base de « elle l'a bien cherché, il l'a bien mérité » ou encore « c'est une traître et une salope, c'est un chien, il a un palais Doberman ». Et au fond, il y a la même obsession collective pour la moralité sexuelle, ce qui est de nature patriarcale. Sur les réseaux sociaux chinois, ces affaires deviennent des armes symboliques où chacun y voit ce qu'il veut. Chacun se sert du cas qu'il arrange pour confirmer sa vision du monde. Vous comprenez pourquoi je parle de deux faces d'une seule et même pièce ? Cette polarisation nous pousse à reproduire le système de honte, de contrôle et de vengeance qu'on prétend dénoncer, alors qu'on devrait plutôt s'en servir pour révéler la continuité d'un problème structurel. Ce manichéisme propre à Internet est peut-être la raison pour laquelle je ressens une lassitude vis-à-vis du militantisme numérique. Parce qu'on s'agite mais pourquoi, au final ? On n'en tire rien.
On balance 2-3 punchlines, on sort la discussion en bombant le torse, mais concrètement, il n'y a aucune évolution. On fait tout ça pour aller nulle part, on tourne en rond. On a des gens qui veulent juste voir les hommes souffrir à leur tour ou faire payer les clients de la prostitution par un mépris aveugle déguisé en discours moral. On ne veut pas de la justice, mais juste un équilibre dans la douleur. Et pour aller où? Nulle part. Vous savez qu'il y a ce même mécanisme psychologique? Ceux que les adeptes du féminisme bancal prétendent dénoncer. Ceux qui cherchent à rationaliser l'injustice, à justifier la cruauté par une souffrance passée, ou le sentiment d'avoir été lésé. Deux faces d'une seule et même pièce. Et oui, je parle des agresseurs. Je parle des incels. Je parle des tueurs en série qui ciblent les travailleuses du sexe, de mecs comme Tomohiro Iwasaki, de ceux qui ont des colères peut-être légitimes, une colère contre l'industrie du sexe, contre la solitude, mais qui l'expriment de manière injuste, de la pire des manières. Et la comparaison n'est pas littérale, on s'entend, ce que je compare c'est pas la violence physique, c'est la manière de rationaliser, le manichéisme, le fait de cibler l'individu, le visage, plutôt que la véritable source du problème, qui est le système. On pourrait me dire que je compare des pommes et des poires, mais je vous répondrai qu'ils appartiennent à la même famille, même s'il s'agit de deux fruits différents. Enfin, en conclusion, pas la baraque de l'un ou de l'autre pour une première rencontre. Pas la baraque de l'un ou de l'autre pour un premier date, ok? J'ai l'impression qu'on fait moins de prévention auprès des hommes. Genre, pour ces hommes victimes de Xiao, ils sont tombés sur un mec qui prévoyait de les utiliser pour son commerce illégal. Mais ils auraient très bien pu aussi tomber sur un groupe de criminels. Un groupe criminel, des kidnappeurs, des trafiquants. Genre, c'est vraiment terrifiant. C'est terrifiant et hallucinant en vrai. Parce que pour la plupart d'entre nous, les meufs, ce serait inconcevable. C'était une première rencontre chez l'un ou chez l'autre. On a conscience des risques. On peut très bien se faire tuer, se faire violer, tomber dans un piège, genre un réseau de prostitution, que sais-je, parce que ce n'est pas exagéré ou tiré par les cheveux, ça arrive vraiment. Et j'ai pas l'impression que la plupart des hommes ont autant conscience, ou se soucient autant de leur sécurité que nous, les femmes. Il y a moins de vigilance. Le seul conseil que je pourrais donner aux mecs, c'est que si une meuf vous invite chez elle pour un premier date ou une première rencontre IRL, soit elle est très naïve et inconsciente, soit il y a Rudy sous roche. Parce qu'une meuf, cis ou transgenre, ne va jamais inviter un inconnu rencontré en ligne pour une première rencontre IRL. Jamais. Ok? Donc, que vous soyez un homme, une femme ou non-binaire, vous appliquez le schéma suivant. Première rencontre dans un lieu public. Si vous voulez faire des galipettes, allez dans un hôtel. Et s'il n'y a rien de louche, vous pouvez considérer. Laisser entrer la personne chez vous ou aller chez elle. Mais ça, c'est seulement après plusieurs rencontres IRL, ok? Ah oui, il y a aussi beaucoup de personnes qui comparent Xiao à Bonnie Blue, l'actrice porno anglaise connue pour avoir ken 1000 hommes en une journée, et qui est un drôle de numéro lui aussi. Et je comprends pas cette comparaison. Je comprends pas. D'un côté, on a une actrice X qui se lance un défi où chaque personne impliquée est consentante de A à Z. Il n'y a pas de secret, de piège ou que sais-je. Et de l'autre, on a un homme qui appâtait d'autres hommes sous une fausse identité et qui les filmait à leur insu. Et en plus, il partageait ça publiquement sans le consentement des hommes concernés. Genre, c'est vraiment incomparable. Enfin, j'ai rien de plus à ajouter. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes encore là, merci. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 5e épisode en entier. Et merci pour ceux qui téléchargent mes épisodes sur Buzzsprout. Je peux savoir depuis quel pays vous m'écoutez et je suis assez surprise de voir qu'il y a des gens aux États-Unis, même au Japon qui m'écoutent. Il y a aussi des gens d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et aussi des gens qui sont en Guadeloupe et en Martinique. Il y en a même un ou une qui m'écoute depuis la Guyane française, genre c'est incroyable. Vous m'écoutez d'hyper loin pour certains, c'est génial. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Mon Linktree n'est plus en description parce que, encore une fois, je souhaite y apporter des modifications. Mais si vous êtes sur YouTube, je vais laisser le lien de la plateforme sur laquelle se trouve ce podcast en description. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt, j'espère. Salut!